Laurent Berger, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la CFDT, votre dernier livre, Sortir de la crise, agir vite, penser loin, aux éditions Kalman-Lévy. Des agents SNCF testés positifs au coronavirus ne se signalent pas pour éviter un arrêt de travail. Un arrêt qui les pénalise financièrement. Ce sont des révélations de la CFDT. Oui, ce sont des militants CFDT qui ont mis ça en avant, qui d'ailleurs après sont intervenus auprès de la direction, qui objectivement traite la difficulté. C'est-à-dire en gros, c'est tout l'intérêt de ce qu'on disait sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et même du traitement des salariés qui sont obligés de s'arrêter parce qu'ils sont cas contact, etc. Il faut qu'ils soient pris en charge à 100%. Parce que y a une question sanitaire derrière tout ça. Et il ne faut pas qu'ils puissent avoir la tentation, c'est le cas dans ces exemples, la tentation d'aller travailler pour ne pas perdre financièrement. Donc il faut compenser. Ce sont des contrôleurs de la SNCF ? Oui, c'était des contrôleurs, entre autres. Ouais. Des contrôleurs de la SNCF. Ça n'a pas été généralisé, ce sont des exemples. Il ne faut pas faire peur aux gens. Oui, non. Ça n'a pas été génalisé, surtout mais c'est l'exemple. Les contrôleurs sont exigeants dans les trains. Tout à fait. Ils ont d'ailleurs sans doute un peu raison pour des questions sanitaires, mais l'idée, c'est évidemment de ne pas avoir des salariés qui sont en situation de pouvoir avoir le virus et de pouvoir le passer à d'autres. Donc il faut que dans ces cas-là, la règle soit très claire. Les gens sont chez eux et sont indemnisés, et ne perdent pas de revenus, parce que comme ça, ils ne sont pas tentés d'aller... C'est tout l'enjeu, vous savez, dans les fonctions publiques, le fait d'avoir réinstauré le jour de carence. Le gouvernement, un peu de façon facile pour l'opinion publique, dit c'est normal, il y a un jour de carence pour les fonctionnaires. On arrive à ce style d'extrémité. Il y a des gens qui ont besoin, évidemment, de l'ensemble de leurs revenus pour vivre à la fin du mois. Quand vous agissez de la sorte, vous pensez à vous, vous ne pensez pas aux autres. Oui, bien sûr, mais vous avez raison. Aujourd'hui, nous sommes dans une société individualiste, plus que jamais, à l'occasion de cette seconde crise sanitaire. Mais je crois... Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que le constat est en partie juste. Mais pour prendre un peu de recul, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a jamais été dans une période d'incertitude aussi forte. L'incertitude, elle est d'abord sanitaire. Parce que, de vous à moi, ni vous ni moi, ne pensait en juillet que ça repartirait si vite en septembre. Donc il y a une espèce de nouvelle sidération en disant « Waouh, le virus est de nouveau là ». Il y a une incertitude économique très très forte. On parle des grandes entreprises qui évidemment vivent des suppressions d'emplois, des annonces de suppression d'emplois. Il y a toutes les petites entreprises. Il y a un plan social massif qui est en train de s'opérer un peu partout dans le pays à travers les personnes en situation dans les petites entreprises, en sous-traitance, etc. Et puis il y a une incertitude sociale. Il y a une augmentation de la pauvreté. Il y a une augmentation des situations difficiles. Et donc, si vous voulez, tout ça, ça crée des réflexes de repli. C'est vrai, vous avez raison. Réflexes de repli il faut remettre de la raison dans tout ça. Une société à cran. Mais bien sûr, une hystérisation du débat, une société à cran. Oui, mais regardez ce qui se passe dans le débat public. Maintenant, si vous voulez avoir raison, il faut que vous disqualifiez. Il faut disqualifier votre interlocuteur, il faut aller dans la caricature, dans l'outrance, et on n'arrive plus à poser les choses sereinement. Et donc, je pense qu'il faut remettre un peu de hauteur dans tout ça. Il y a un problème sanitaire. Moi, je ne suis pas qualifié pour savoir dans quelles mesures il faut prendre, mais il faut couvrir les salariés comme les entreprises qui sont obligé d'avoir un comportement, c'est-à-dire d'arrêter son travail parce qu'on est cas contact, de fermer parce qu'on est à telle heure, parce qu'on est dans un établissement, un restaurant ou un café. Donc il faut de la couverture et en même temps, il faut donner à voir ce que ça peut être la sortie. Je sors de cette histoire d'agents SNCF. Est-ce qu'il faut les sanctionner? Non. Non. Mais non, enfin... Non, mais je pose la question parce qu'elle est posée par certains. Dans notre pays... La logique, vous savez, c'est un peu ce qui s'est passé pendant le confinement. Regardez ce qui s'est passé par rapport à d'autres pays européens. Il y a eu des gens qui ont été à 1,2 km, à 1,3 km de chez eux. Et plutôt que de faire de la prévention, d'expliquer pourquoi cette règle de 1 km, etc., il y a la sanction. Franchement, on peut parler à la responsabilité des gens et pas simplement leur faire peur. Donc je crois qu'il faut plutôt essayer d'expliquer les règles qui sont mises en vigueur, qui ont du mal plus qu'en mars-avril à être acceptées. Et il faut beaucoup plus de concertation, de discussion que ce qui se passe aujourd'hui. Oui, je vais revenir sur la pauvreté. Les chiffres tombent, encore ceux du Secours populaire. Ce matin, c'est une catastrophe. Nous avons deux France aujourd'hui, la France qui s'appauvrit et la France qui épargne. Deux France. Je vais y revenir, Laurent Berger, mais je voudrais parler du télétravail. Les restaurateurs
dans les métropoles souffrent du télétravail, du développement du télétravail. Il va moins de clients quand il reste ouvert. Le télétravail, est-ce que vous encouragez son développement? Parce qu'il y a des négociations, des discussions qui s'ouvrent en ce moment sur le télétravail. Est-ce que vous encouragez son développement? Moi, j'encourage l'encadrement de ce télétravail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, les salariés, on a fait une étude, nous, après le confinement, ils ont vécu très différemment le télétravail. Pour certains, c'est une vraie opportunité d'aller moins souvent sur le lieu de travail, donc d'économiser du temps de transport, mais aussi de pouvoir travailler dans un environnement. Et pour certaines entreprises, la productivité augmente. Bien sûr, mais de toute façon, les entreprises sont rarement perdantes avec le télétravail. Et pour d'autres, c'est un enfer. Oui. Et c'est pour d'autres, quand je dis pour d'autres, c'est pour d'autres souvent au féminin. Oui. C'est-à-dire que toutes les études montrent que la période de confinement, mais aussi le télétravail, est vécu différemment. Donc il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer en disant très clairement que c'est sur la base du volontariat, que ça ne peut pas... Voilà, qu'est-ce que vous demandez? Le volontariat? La réversibilité. La réversibilité. Ça veut dire que lorsque vous avez dit, je prends 2 jours de télétravail dans la semaine, si je m'aperçois que finalement je préfère être sur mon lieu de travail, etc., je puisse y revenir. Parce que je me méfie beaucoup des entreprises qui vont finir par ne plus avoir de siège, d'une certaine manière, ne plus avoir de locaux, et puis qui vont pouvoir considérer que le télétravail, c'est une tâche individuelle. Le télétravail, c'est pas qu'une tâche individuelle. C'est du frottement, c'est de la coopération, c'est du lien social. Et donc, il faut aussi que ça puisse s'opérer. Et puis, on demande que ce soit encadré dans les conditions de travail. Il y a des gens qui ont pas, pendant ce télétravail, finalement, travaillé à la maison, qui ont dormi dans leur bureau quasiment. C'est-à-dire qu'il y a eu une intensification du travail. Donc, il faut regarder comment on exerce quelle activité peut être travaillable. La déconnexion aussi. La charge de travail, la déconnexion, le droit à la déconnexion. La prise en charge du coût du télétravail pour le salarié. Potentiellement, évidemment, l'électricité, le chauffage, etc., mais aussi les conditions ergonomiques. Il y a beaucoup de gens, vous savez, après le confinement, qui ont eu mal au dos. Beaucoup de salariés. Tout simplement parce qu'au bureau, en règle générale, lorsqu'il y a un peu de discussion et on traite correctement ce salarié, il y a des fauteuils ergonomiques. On n'a pas forcément ça dans sa chaise de cuisine, par exemple. Et donc, il faut, je crois, pouvoir avoir des accords dans les entreprises qui encadrent. Que demandez-vous? Je demande que dans chaque entreprise, il y ait une discussion, une négociation, pour encadrer les conditions de recours au télétravail. Que les salariés sachent à quoi s'en tenir. Par la loi? Est-ce qu'il faut l'encadrer par la loi? Je crois par le contrat, par l'entreprise. Donc nous, ce qu'on essaye de faire dans cette négociation, on a eu du mal pour que le MEDEF accepte de rentrer dans une négociation. Ils acceptent d'y rentrer. Aujourd'hui, il faut donner les éléments de cadrage de ce que doivent être les accords d'entreprise qui doivent être négociés. La pauvreté, explosion de la pauvreté pendant le confinement, c'est ce que révèle le Secours populaire ce matin. Nous n'avons jamais vécu une situation pareille depuis la Seconde Guerre mondiale, dit la secrétaire générale du Secours populaire. Des Français ont faim. Des Français ont faim et sautent des repas. Il y a donc, je le disais, 2 France, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, une France qui s'enfonce dans la pauvreté et une France qui épargne parce qu'elle a peur. C'est cela aujourd'hui ? En grande partie. En grande partie, il y en a peut-être 3, parce qu'il y a peut-être une qui profite aussi et qui est très confortable. Oui. Mais sur la pauvreté, ça fait des mois que j'alerte, depuis le début du confinement. D'ailleurs, les premiers sujets que j'ai mis sur la table dans les discussions avec le ministère du Travail et de l'Économie, c'était la protection des personnes les plus vulnérables. Le gouvernement est sourd à ça ? Le gouvernement n'a pas été totalement sourd. Il y a quelques mesures qui ont été prises. Il y a eu pendant le confinement ou après la période de confinement, vous vous rappelez, cette prime exceptionnelle pour les ménages les plus modestes. Il y a les repas à 1 € pour les étudiants. Donc je me méfie des raccourcis. Des raccourcis. Mais ceci étant, il n'est pas à la hauteur de l'enjeu. C'est une évidence. Le Secours populaire aujourd'hui, 45% des personnes qu'ils ont accueillies pendant la période de confinement, ils ne les connaissaient pas. Ils ne les connaissaient pas. Ils n'avaient pas eu recours au Secours populaire tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dans une situation qu'ils jugeaient suffisamment alarmante pour venir demander de l'aide. Quand on demande à Emmaüs, quand on demande à ATD Quart Monde, quand on demande à la Fondation Abbé Pierre, etc., toutes ces associations nous disent que la situation est alarmante. Toutes les distributions alimentaires voient les rangs de ceux qui demandent de l'aide gonfler. Donc, dans ce plan de relance, dès le début du lancement du plan de relance, la CFDT a dit, il manque un volet de prise en compte de cette situation de paupérisation de la société. Et là, maintenant, il faut que le gouvernement, sur cet angle-là très particulier, fasse aussi la relance. La relance, ça veut dire quoi ? Il faut une aide spécifique aux ménages les plus modestes. Alors comment ça s'opère ? Une aide spécifique, c'est-à-dire soit on fait un chèque relance pérenne le temps de la situation. Vous demandez un chèque relance ? Oui, un chèque relance. Nous, on demande aussi, avec ces associations, une augmentation des minima sociaux, du RSA.
Vous savez que le confinement a permis d'économiser pour certains, a suscité des dépenses supplémentaires pour d'autres, et notamment les ménages les plus modestes. Il faut que les jeunes, qui pour une part se retrouvent aujourd'hui sans emploi, même s'il y a des mesures qui sont prises, il faut les saluer, il y a un effort qui est fait, des jeunes se retrouvent sans ressources parce qu'à moins de 25 ans, vous n'avez pas de minima social, vous n'avez pas le RSA. Donc la CFDT, avec d'autres, demande qu'il y ait un minima social pour les jeunes qui soit instauré. Donc, en tout cas, qu'on nous mette autour de la table et qu'on discute de mesures très spécifiques sur l'angle de ceux qu'on entend peu aujourd'hui. Qui est le ministre des Affaires sociales? Qui s'occupe des Affaires sociales? Monsieur Véran. C'est Monsieur Véran. Qui est occupé à beaucoup d'autres choses. Oui, mais oui, bon, évidemment. Mais je vous pose la question parce qu'on a l'impression. Mais vous savez, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Bourdin, tout à l'heure de la situation de débat public dans notre pays, de l'hystérisation. Oui. Moi, je crois que ça vient en partie du fait qu'on ne met pas le doigt sur les problèmes principaux. Les problèmes principaux, c'est quoi? C'est évidemment la question de la relance économique. Là-dessus, il y a des choses qui sont faites, on peut le contester, mais il y a des choses qui sont faites. Mais ça vient aussi de la question de l'exclusion d'une partie de la société. Le risque de l'exclusion, c'est quoi? C'est le chômage, mais c'est aussi la pauvreté. Et il faut que sur ces deux enjeux-là, on n'ait pas un regard qui soit un regard un peu condescendant et même un peu jugeant à l'égard des personnes qui subissent le chômage et qui subissent la pauvreté, mais qu'on ait au contraire des vraies politiques pour les aider à s'en sortir. Et là, on fait des propositions très concrètes dans l'initiative collective qu'on appelle le pacte du pouvoir de vivre, avec tout un tas d'associations, 60. On a fait des propositions très concrètes sur la question de la pauvreté. Et aujourd'hui, moi, je lance un cri d'alarme. J'étais la semaine dernière avec la présidente de la Télécar Monde au téléphone. Elle me disait, c'est impossible que ça puisse continuer comme ça. On va dans le mur, les gens ont faim, et pour certains, ne peuvent pas se nourrir suffisamment, enfin pour beaucoup. Et donc elle dit faut faire un cri d'alarme. On le fait, ce cri d'alarme, mais on n'est pas entendu. Donc sur la question de la pauvreté, soit on laisse faire et on va voir les files d'attente grossir, soit on prend enfin des mesures, et des mesures, ça veut dire de l'argent mis sur la table pour aider les ménages les plus modestes. Bien, les plus précaires sont les oubliés du budget. Là, il y a le plan de relance, mais il y a aussi le budget, évidemment, qui chapeaute tout cela. Est-ce que les oui, si on prend le projet de loi de finances, là, nous on demande par exemple l'augmentation des minima sociaux. C'est pas dedans. On demande l'instauration d'un minima social du RSA pour les jeunes. SMIC en Suisse qui est passé à 3 800 €. Oui, la Suisse est un pays très particulier. C'est un pays à part. Est-ce que le budget... La Suisse, vous savez, ne traite pas très bien les travailleurs frontaliers, notamment ceux qui sont les plus précaires. Est-ce que le budget présenté permettra de mieux lutter contre l'urgence climatique? Franchement. Pas suffisamment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins deux axes sur lesquels il faut reconnaître les choses. Moi, je le fais. Vous savez pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je peux pas avoir pendant des mois dit qu'il fallait à la fois investir dans la mobilité douce, c'est-à-dire dans les transports ferroviaires, et pas considérer qu'il n'y a pas 4 milliards sur la table, un peu plus de 4 milliards, pour investir dans le fret ferroviaire. Et il y a aussi la rénovation thermique des logements. Et ces deux facteurs-là, le transport et les logements, on le sait, c'est les deux facteurs les deux éléments les plus émetteurs de gaz à effet de serre, donc du réchauffement climatique. Donc, ça initie d'une certaine manière. Mais c'est insuffisant, c'est une évidence. C'est insuffisant pour une raison simple. Ce plan de relance, c'est un plan d'urgence. Moi, ce que je dis dans le livre que je viens de sortir, c'est qu'il faut ces relances-là. Il faut, par exemple, agir, aider très concrètement les ménages les plus modestes pour agir contre la pauvreté. Mais en même temps, il faut aussi penser le modèle d'après. Et le modèle d'après, c'est pas repartir comme avant. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette rentrée, c'est un peu quand même qu'on a le sentiment que ça va repartir comme avant. Il faut juste refaire tourner la machine économique et ça suffira. Notre pays ne peut pas être dirigé que par le taux du PIB. Je regarde les chiffres. L'inflation ralentit encore en septembre à 0,1%. C'est pas une bonne nouvelle quand l'inflation ralentit. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis il y a toute cette France qui a épargné et qui ne veut pas consommer. Et vous savez, sur ce sujet-là... Comment faire Sur ce sujet-là, je sais que c'est un peu illusoire. Oui. Parce que j'ai pas l'impression que beaucoup de gens y croient. Mais si on se disait qu'on faisait une espèce de mobilisation collective, de grand emprunt national, et qu'on l'orientait en deux directions. Parce qu'il faut orienter la consommation. J'ai vu que des associations de consommateurs le disaient, je suis d'accord avec ça. L'idée, c'est pas de consommer pour consommer. L'idée, c'est d'orienter la consommation. Si on l'orientait vers la transition écologique,
dans l'investissement dans des dispositifs de transition écologique, autour par exemple de l'alimentation, mais aussi autour du transport, et que dans le même temps, on faisait dans ce grand emprunt national un autre axe, le deuxième, et que 2 axes, sur la solidarité, l'aide aux plus fragiles. Est-ce que dans notre société, on va considérer qu'on se grandira le jour où on s'occupera d'abord de ceux qui sont le plus en difficulté? Eh bien, on pourrait très bien essayer de mobiliser cette épargne que les Français ont fait, parce qu'ils consomment moins, autour d'une projection collective, autour de ces 2 ambitions, écologiques et lutte contre les inégalités. L'assurance chômage, les négociations gouvernement, patronat, syndicaux reprennent. Laurent Berger, le gouvernement veut que la loi entre en vigueur totalement en 2021. Compte tenu de la crise, est-ce raisonnable? Non, surtout si, comme j'ai entendu sur votre plateau, oui. L'idée, c'est de poursuivre encore ce fameux truc comme quoi des salariés, des chômeurs profiteraient du système et il faudrait les aider à repartir au travail. Il faut aider à retrouver du travail pour toutes les personnes qui subissent le chômage, qui le subissent. Et c'est l'immense majorité, évidemment, de ceux qui sont au chômage. Mais pour ça, il ne faut pas réduire l'indemnisation. Oui, l'enjeu aujourd'hui, plus longtemps pour toucher une allocation chômage, c'est ce qu'il y a dans la réforme. Mais ça sert à quoi Le calcul de l'indemnité chômage est changé aussi dans la réforme. Et puis il y a ce fameux bonus-malus, les cotisations payées par les employeurs qui augmentent en cas de recours trop fréquent. Cette réforme, lorsqu'elle est sortie, la CFDT avait dit qu'elle était très injuste et avait manifesté son mécontentement. Elle était au moment où il y avait environ 7% de chômeurs et où l'activité économique était quand même plutôt en forme. Aujourd'hui, l'activité économique souffre énormément. Il y a beaucoup plus de chômeurs. On pense qu'on va atteindre 10 à 11% de chômeurs d'ici la fin de l'année ou en 2021. L'idée, c'est pas de serrer le kiki des demandeurs d'emploi. C'est pas de baisser leur indemnisation. Alors qu'allez-vous dire au gouvernement? Eh bien, on va dire au gouvernement, oui, il faut regarder les règles du chômage pour qu'on couvre mieux l'ensemble des demandeurs d'emploi, même si ça fait des dépenses à l'instant T, et ça fera des dépenses, il y a plus de demandeurs d'emploi. Et on veut aussi avoir un renforcement des mesures d'accompagnement vers le retour à l'emploi. Pas question d'une réforme comme elle est présentée aujourd'hui de l'assurance chômage avant 2022. Mais non, c'est ce fameux salaire journalier de référence. Vous dites non à cette réforme mais le salaire de l'assurance journalier chômage. De référence, qui est encore dans la ligne de mire du gouvernement, tel qu'il est présenté, qu'il était présenté dans la loi, dans la réforme d'assurance chômage qui se met en vigueur petit à petit, pour la CFDT, c'est non. De la même manière qu'il faut revenir à une durée de travail de 4 mois sur les 24 derniers mois et qu'il ne faut pas aller à 6 mois. Ce qui a été suspendu, ça, par le gouvernement. Si le gouvernement maintient sa réforme, vous dites non. On vient de parler de la paupérisation de la société. Si on ne veut pas s'enfoncer encore un peu plus là-dedans, il ne va pas falloir paupériser les demandeurs d'emploi, ceux qui malheureusement perdent leur boulot et qui vont arriver... Vous dites non. Donc nous, on dit que l'enjeu prioritaire de ces discussions qui commencent cet après-midi, c'est d'améliorer la couverture chômage pour les personnes qui subissent le chômage. Si ce n'est pas le cas, on sera en désaccord profond, mais vous savez bien que le gouvernement est passé tout seul sur cette réforme d'assurance chômage. Mais il n'a aucun intérêt. Je le dis avec force, on n'a aucun intérêt à attiser les tensions. Aucun. Et s'en prendre aujourd'hui aux demandeurs d'emploi, même si ça peut paraître populaire, on le voit dans un certain nombre de sondages, ce que je regrette et ce que je condamne, eh bien, s'en prendre aux demandeurs d'emploi en restreignant leur indemnisation, c'est mettre de l'huile sur le feu. Un mot pour terminer sur la réforme des retraites, là aussi, retour de la réforme des retraites. Vous dites que ça n'a aucun sens de reprendre cette réforme, ça n'a aucun sens. En effet, il faudrait le demander aux salariés de Bridgestone, aux salariés de l'aéronautique, aux salariés de Auchan, aux salariés des grands hôtels parisiens où l'emploi est en difficulté, savoir si la priorité pour eux, c'est de débattre des retraites. Donc, très clairement, repartir sur une réforme des retraites dont on sait qu'elle est inflammable. Et je le dis en étant toujours favorable à un système universel des retraites. Mais repartir sur une réforme des retraites maintenant, c'est juste totalement irresponsable. Avec la crise sanitaire. Avec la crise sanitaire, avec l'état de tension dans notre pays, en tout cas l'état d'agacement qu'on peut ressentir, avec les difficultés d'emploi, avec le fait tout simplement, parce que dans la réforme des retraites, certains disent qu'il faut travailler plus longtemps. Avec le fait que 750 000 jeunes arrivent sur le marché du travail, on va avoir 11% de chômeurs à la fin de l'année. L'enjeu, il n'est pas de travailler plus longtemps, il est de travailler tous et de travailler mieux. Et c'est ça l'enjeu. Et donc repartir sur une réforme des retraites qui va mettre de la tension dans le pays, je crois qu'il faut être un pyromane si on le fait maintenant. Merci Laurent Berger d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Laurent Berger. Je l'ai perdu, sortir de la crise, agir vite et pensez bien. Loin.
Bien et loin. Pensez bien et loin, pardon. Et loin. Merci Laurent Berger, vous êtes sur RMC BFM TV.